Il est connecté sur quel téléphone? Lequel? Macho Pierre. Ah, d'accord, ok. C'est pourquoi je disais de fermer. Ok, d'accord. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons notre deuxième journée relative aux soutenances de mémoire de Master 2 au sein de l'IUS. Nous avons comme premier écran Monsieur Clément Géto Joult, qui avait à travailler sur le sujet suivant: impact de la police judiciaire sur les garanties de droit à un procès équitable en Haïti. D'accord? Je répète, impact de la police judiciaire sur les garanties de droit à un procès équitable en Haïti. Il avait comme encadreur, comme directeur de mémoire, le docteur Salomon Jean, et comme rapporteur, nous avons le docteur Nelson Sylvestre, à qui je passerai la parole après le pétron. D'accord? Alors, Géto Joulout, je te passe la parole pour présenter tes travaux. Je te passe la parole, tu en as pour 10 minutes. Et après, je passerai la parole à ton rapporteur. Voilà, tu as la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Monsieur le Président, s'il me convenait au seuil même de mon exposé, de remercier votre auguste personne pour m'avoir accordé droit à la parole en cette circonstance, qu'il me conviendrait de remercier tout aussi bien les distingués membres du jury, en l'occurrence le docteur Jean Salomon, mon directeur de mémoire, et le docteur Nelson Sylvestre, mon professeur de culture juridique en première année de master à l'IUS et de criminologie en deuxième année, qui se joignent bien à vous cet après-midi pour rendre possible la présentation de ce travail de recherche. En effet, Monsieur le Président et distingués membres du jury, le sujet que nous avons l'honneur de soumettre à votre sanction ici cet après-midi, en vue de couronner nos 2 années d'études de master à l'IUS, s'intitule « Impact de la police judiciaire sur les garanties de droit à un procès équitable en Haïti ». Et pour la présentation de ce travail, nous nous sommes accommodés à un plan d'exposé qui va s'articuler autour de 4 grands points: la problématique, la méthodologie, la présentation des résultats et la conclusion. Monsieur le Président et distingués membres du jury, depuis un certain temps, la justice pénale haïtienne connaît une succession de moments sombres et difficiles qui entraînent parfois la quasi-totalité de son fonctionnement au détriment des personnes poursuivies pour infraction. Ces personnes qui ont non seulement le droit d'être jugées dans un délai raisonnable, mais aussi de bénéficier le droit à un procès équitable, croupissent en détention préventive prolongée dans des centres carcéraux du pays en attente de jugement. Commencer dès l'ouverture de la procédure répressive jusqu'à l'exécution effective de la décision obtenue, le droit à un procès équitable qui est en définitive le droit pour un prévenu ou un accusé de jouir toutes les garanties juridictionnelles de tous les droits de son État, lesquelles sont consacrées par des normes nationales et internationales des droits de l'homme, ne sont pas toujours respectées. La police judiciaire, en tant que structure répressive qui représente le poumon de ce système à travers sa mission, qui consiste bien évidemment à rechercher les crimes, les délits et les contraventions, semble elle aussi avoir fait face à de nombreux défis qui l'empêchent d'arriver à exécuter conformément à la loi la mission qui lui est dévolue en vue de satisfaire les attentes des justiciables. L'évidence de ce constat nous amène à nous interroger en ce sens.
En quoi la police judiciaire peut-elle contribuer à garantir le droit à un procès équitable? Pour tenter de répondre à cette question, Monsieur le Président et distingués membres du jury, nous avons évoqué deux hypothèses, dont la première est ainsi formulée. Le respect des délais de la procédure dans le cadre de la conduite des investigations et du traitement des dossiers en matière pénale permettra aux prévenus et accusés de bénéficier le droit à un procès équitable. La deuxième hypothèse est ainsi conçue: le renforcement des moyens humains, techniques, matériels et financiers de la police judiciaire, l'indépendance du système, l'impartialité des juges et la formation continue de certains acteurs de la chaîne pénale garantiraient le fonctionnement d'une justice saine, équitable, dans l'intérêt de tous. Notre objectif dans ce cadre de travail, et Monsieur le Président et distingués membres du jury, est de mettre d'abord en exergue la nature des problèmes de la police judiciaire dans les opérations d'enquête en vue d'améliorer le fonctionnement de la justice pénale, de montrer ensuite les conséquences qui découlent de ces problèmes par elles rencontrés dans l'exercice de sa mission au regard du respect des droits des prévenus et accusés, et proposer enfin des pistes de solutions en vue d'améliorer le travail de la police judiciaire du commencement de la procédure jusqu'au jugement définitif. Et pour concrétiser notre objectif, nous avons adopté dans le cadre de ce travail de recherche les méthodes documentaires et analytiques qui nous permettent de nous référer et puiser dans les ouvrages d'auteurs haïtiens et étrangers faisant autorité dans ce champ disciplinaire aux fins d'analyse. Et se basant sur une approche qualitative, nous avons distribué un questionnaire nous permettant de collecter des données auprès de plusieurs professionnels du monde de la basoche, tels que le doyen du tribunal de première instance de Jacmel, les commissaires du gouvernement au parquet de Sur-Ressort, les avocats ainsi que les membres d'organisations de défense des droits humains, toujours est-il dans la même juridiction. Honorable Président et distingués membres du jury, dans le souci de mieux illustrer notre travail de recherche, nous l'avons charpenté en deux parties. Ces deux parties, chaque partie comporte deux chapitres qui se divisent eux-mêmes en plusieurs sections. La première partie de ce travail est consacrée justement à la présentation de la police judiciaire, ses modes d'organisation et de son fonctionnement. Le premier chapitre a mis l'emphase sur le mode d'organisation de la police judiciaire, prévu par la Constitution du 29 mars 1987, puis créé par la loi organique du 28 décembre 1994. La police nationale d'Haïti comporte deux versants: la police administrative et la police judiciaire. La police administrative prévient alors que la police judiciaire poursuit. Mais la police judiciaire est matérialisée bien évidemment par une direction centrale de police judiciaire, communément appelée DCPJ. Et cette direction se trouve déconcentrée au niveau des différents départements du pays à travers des services départementaux de police judiciaire. Et les membres de la police judiciaire au sein de cette direction se répartissent en officier de police judiciaire et en agent de police judiciaire. Le deuxième chapitre a mis l'accent sur le fonctionnement de la police judiciaire. Spécialisée dans la répression du grand banditisme et de la haute criminalité, la police judiciaire, dans le cadre de sa mission, procède à des enquêtes. Et selon les circonstances qui entourent les faits de la cause pour lesquelles elle a été saisie, son action se fera ou bien selon le mode de l'enquête de flagrance ou selon le mode de l'enquête préliminaire. La deuxième partie de ce travail a mis en lumière les différents obstacles rencontrés par la police judiciaire dans le cadre de la mise en mouvement de l'action publique et aux garanties de droit à un procès équitable. Le troisième chapitre a passé en revue les différentes causes de l'extinction de l'action publique et ses conséquences sur le système judiciaire haïtien. Ces causes sont l'immunité, l'amnistie, le classement sans suite des parquets et la prescription. Et les conséquences de ces causes sont l'impunité, les faiblesses institutionnelles et le dysfonctionnement de la justice pénale. Le quatrième chapitre traite le droit au procès équitable. L'idée des libertés individuelles
semble avoir l'idée du respect des libertés individuelles, disons, semble avoir opposé depuis bien avant la naissance de Jésus-Christ. Du Code d'Hammurabi jusqu'aux textes fondateurs qui ont été adoptés en Angleterre au cours de la Révolution française, au cours de la Révolution anglaise du XVIIe siècle, sont constitués par l'Habeas Corpus Act et le Bill of Rights. Monsieur le Président et distingués membres du jury, puisque l'homme n'échappe jamais à l'imperfectibilité de la nature, loin d'être parfait puisqu'il s'agit d'une œuvre humaine, ce travail a pu démontrer les faiblesses institutionnelles, structurelles et organisationnelles de la police judiciaire dans son ensemble, entraînant pour la plupart l'impunité et le dysfonctionnement du système judiciaire. Et ce travail constitue pour nous, par rapport à l'ensemble des études qui pourraient être réalisées dans ce champ, une modeste contribution à la réflexion scientifique où plus d'un pourra s'inspirer pour des initiatives futures dans l'intérêt de la justice pénale. Et à partir de là, honorable président et distingués membres du jury, nous avons aussi préconisé des solutions qui consistent à entraîner bien évidemment des réformes institutionnelles, organisationnelles et structurelles et à apporter aussi des innovations au niveau des textes jugés trop anciens qui doivent être actualisés selon la réalité sociale du moment. Monsieur le Président et distingués membres du jury, c'est bien ici que se termine notre exposé. Nous vous remercions amplement de votre attention. Nous sommes présentement à votre pleine et entière disposition pour toutes les suggestions, critiques et recommandations que vous jugerez de par vous-même utiles et convenables. Merci. Merci pour cette présentation claire et cette diction tout à fait parfaite. Hein? Merci pour cet exposé. Le directeur de mémoire est là aussi, mais avant de lui passer la parole, je demande à mon collègue, le docteur Nelson Silvestre, d'intervenir. Bonjour et merci, docteur Célimène. Alors, premièrement, j'ai vu le docteur Whistler Lindor lever la main. Il y aurait une urgence? Je ne sais pas. Vous avez vu ça, monsieur le président? Oui, j'ai vu ça. Mais j'ai pensé que c'était une erreur, parce que s'il avait quelque chose de particulier, il m'aurait appelé sur mon portable. Mais effectivement, j'ai vu ça. Ok, donc docteur Lindor, si tu as quelque chose, tu peux rapidement le signaler au docteur Célimène. Et oui. En dehors de la soutenance. Merci. Je te remercie. Ok. Bon, merci beaucoup encore une fois et merci pour cette bonne présence que nous avons là dans l'auditoire. Nous sommes à 38 postes, si je ne m'abuse. Salutations à Clément. C'est un étudiant très éclair, amant des débats et également amant de la plaidoirie. Et c'est pour moi un plaisir de faire partie du jury de soutenance de son mémoire. Je dois avouer que c'est un document de très bonne facture, je dois l'avouer. Hein? Et ensuite, je vois impact de la police judiciaire, sauf que, en général, quand on dit impact, c'est au pluriel, mais il me semble que Jouloud, qui connaît bien le domaine, s'il écrit impact au singulier, il y a une très bonne raison à cela. Et pourrais-tu nous dire, Jouloud, pourquoi c'est impact au singulier? C'est tout simplement, docteur, une erreur dactylographique.
Ah, bon, voilà. Donc, c'est un impact au pluriel dans ce cas-là. Très bien. Et maintenant, la thématique m'interpelle à bien des égards, comme tu le sais déjà, même dans le cours de culture juridique et également de criminologie. Tu parles de la justice pénale. Alors, j'ai quelques éléments à prendre en compte avant de commencer. J'aimerais bien te taquiner pour commencer. Et tu vois que dans tes remerciements-là, tu remercies le Tout-Puissant. Et dans la liste, je vois des noms. Le Tout-Puissant ici, c'est un nom ou bien c'est quoi? C'est pour te taquiner. Hein? Alors, le Tout-Puissant, c'est Dieu parce que je suis de confession chrétienne. Donc, dans la même veine, et je m'attendais également à mettre un nom ici. Bon, et comme je t'ai dit là, c'était pour te taquiner. Et tu as commencé également par dire, si je ne m'abuse dans l'introduction, un certain temps. Qu'est-ce ce temps? Un certain temps. Alors, je fais allusion depuis longtemps. Depuis longtemps. Tu sais que la science est partisane de la précision. Donc, en général, c'est mieux de fixer tout ce que tu dis dans le temps. Au lieu de dire depuis un certain temps, ça aurait été mieux de parler, je ne sais pas, du 4e siècle, du 6e siècle. Au moins, tu as les environs de ce temps-là. Donc, c'est un peu imprécis, d'accord? D'accord, docteur, d'accord. Très bien. Ensuite, je vois que tu écris justice pénale haïtienne. Puis-je avoir un indice ou un élément ou un paramètre de justice pénale haïtienne? Quand on parle de justice pénale haïtienne, on fait allusion à la police judiciaire. Parce que généralement, je vais faire référence à l'institution policière, je disais qui a été prévue par la Constitution de 1987. Et cette force de police a été créée et organisée par la loi organique du 28 décembre 1994. Cependant, la police en soi comporte deux grands champs d'intervention. Premièrement, il y a la police préventive, c'est-à-dire cette branche de la police active à poser des questions pour empêcher ou bien pour prévenir à ce que les actes soient commis au sein de la société. Et parallèlement, il y a la police répressive qu'est la police judiciaire. Donc, quand on parle de justice pénale, on fait allusion à la police judiciaire. Mais ce n'est pas seulement au niveau de la police nationale qu'on peut retrouver des officiers et des agents de police judiciaire. Donc, on peut également trouver des officiers au niveau de la magistrature, à savoir les commissaires du gouvernement, les juges d'instruction qui font office de police judiciaire, tout comme les juges de paix qui sont des officiers de police judiciaire auxiliaires du commissaire du gouvernement. Très bien. Alors maintenant, ce que tu dis là, c'est correct, mais puis-je considérer que la justice pénale en tant que telle est imprégnée de laïcianité? Oui, absolument oui, parce que chaque société a sa forme de justice. Par exemple, en Haïti, on peut parler du droit pénal haïtien. Ah, ok, très bien. Donc, il faut faire attention, et Clément, parce que tu sais, nous sommes dans la plaidoirie. C'est pas vrai? Aucun problème. Pas de problème. Alors, et également, tu parles de procès équitable. Est-ce que je peux comprendre que par procès équitable, et tu fais référence à des procès à la mesure des besoins de justice et des justiciables? Quand on parle de procès équitable, n'oublie pas qu'un procès, c'est une aventure. On peut gagner tout comme on peut perdre. Cependant, quand on parle de procès équitable, ici, il y a l'adjectif équitable. Dans équitable, on voit équité. Et quand on parle de procès équitable, il faut voir les caractéristiques, les éléments constitutifs qui caractérisent le procès équitable. Donc, le procès équitable consiste
pour une personne qui a été arrêtée dans le cadre de la commission d'une infraction de comparaître par devant son juge dans un délai raisonnable pour être jugé publiquement par devant un tribunal indépendant et impartial. Donc voilà les 4 caractéristiques qu'on peut considérer pour déterminer le procès équitable, l'expression procès équitable. C'est-à-dire, ça répond au dicton souvent répété et la justice est pour tous et de la même manière. Pour tous et contre tous. Ok, très bien. Très bien. Et tu es en train de gagner des points là, hein? Tu es en train de gagner des points. Mais ce n'est pas encore terminé. Et je dois avouer que ton travail se présente sous une forme, sous une structure macro. Il y a des parties, des chapitres, des sections. Donc c'est bon. 2 parties, dans chaque partie 2 chapitres. Et dans chaque chapitre, je vois 2 sections. Et je vois également les libellés. Tu parles de mode d'organisation et de fonctionnement. Il y a un chapitre sur le mode d'organisation, un chapitre sur le mode de fonctionnement. C'est très bien. C'est très bien. Et je te félicite de cette manière de présenter un travail académique, un travail très structurant et sur le plan scientifique. Alors, je regrette que dans certains titres, il y a des articles définis. Parce que j'aime souvent le dire, et quand on a des articles définis, on élimine toute autre possibilité. Alors que c'est mieux, généralement, de ne pas introduire des articles définis. Par exemple, quand tu dis les, ou des articles indéfinis également, ou des. Donc, on peut te reprocher de ne pas tout mentionner. Donc, c'est mieux d'éviter ces articles définis. Donc, je pense que tu pourrais prendre ça en compte avec l'accord de ton directeur pour éliminer les articles définis ou indéfinis dans les titres de sections, de chapitres ou de parties. D'accord? D'accord, docteur. Bonne note est prise. Merci. Ça ferait bon ménage à ton texte. Maintenant, venons-en au débat de fond. Mais, Monsieur le Président, ne vous préoccupez pas et je me tiendrai au temps. Hein? Je me tiendrai au temps. Non, mais prends ton temps parce que moi, je pense que ce sujet-là ressemble à celui d'hier. C'est ça. C'est juste pour cette raison-là. Donc, je t'écoute avec beaucoup d'attention. Voilà, et je ne vais pas donner le temps à Clément de visualiser son document. Parce que je veux savoir qu'est-ce qu'il a dans la boîte. Dans la boîte à réflexion. OK. Oui, Clément. Il y a 3 expressions quand on parle de police judiciaire et qui m'intéressent. Ce sont 3 champs importants. L'accessibilité à la justice, l'administration de la justice et la distribution de la justice. Je reprends. Accessibilité à, administration de, distribution de la justice. Moi-même, depuis 1987, j'ai abandonné la plaidoirie. Quelle raison? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème d'accessibilité, d'administration et de distribution de la justice. Donc, ton travail sur la police judiciaire pour un procès équitable, en fait d'impact, peut-on dire qu'il s'agit d'un problème d'accessibilité, d'administration ou de distribution? J'attends ta réponse pour venir avec l'autre question. Et docteur, je pense qu'il y a tout. Et je m'explique. Parfois, les problèmes d'accessibilité, d'administration et de distribution, ça se trouve au sein même de notre législation comme problème. OK. Je m'explique. Par exemple, considérons le cas d'une personne qui a été victime.
soit ses proches ont été assassinés ou non. Mhm. Et voilà que cette personne a eu à porter plainte devant le parquet en tant qu'organe répressif. Et voilà que le commissaire du gouvernement a décidé de classer le dossier sans suite. Mhm. Et une fois que le dossier est classé sans suite, pour vaincre l'inertie du parquet, la victime peut se référer par devant la chambre d'instruction criminelle, par devant la chambre d'instruction criminelle, pour porter plainte avec constitution de partie civile. Mhm. Mais il est de principe que le juge d'instruction qui va être saisi du dossier, il ne peut pas se saisir de par lui-même. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un réquisitoire introductif déformé que le commissaire du gouvernement lui octroie pour qu'il puisse commencer à informer sur ce dossier. Et voilà que cette plainte qui a été portée par devant le juge d'instruction avec constitution de partie civile, le juge d'instruction a bel et bien reçu la plainte. Puisqu'il ne peut pas se saisir de par lui-même, il est obligé de renvoyer le dossier au parquet pour qu'il puisse bénéficier ce mandat qu'est le réquisitoire introductif d'informer. Et voilà que le commissaire du gouvernement, qui a eu déjà à classer ce dossier sans suite, peut délivrer le réquisitoire d'informer ou un réquisitoire de non-informer. Donc pour moi, ça c'est déjà un problème d'accessibilité ou d'inaccessibilité à la justice. C'est déjà un problème d'administration à la justice. Ça pose déjà un problème de distribution à la justice. Et quand ce genre de cas arrive, automatiquement, ça va envoyer un signal clair pour tous ceux qui ont été victimes dans la société de procéder à une forme de justice expéditive où chacun entend se faire justice soi-même. Voilà, très très bien, très très bien. J'apprécie cette expression de justice expéditive parce que, en général, il n'y a pas une justice de proximité en Haïti. Et le fait de n'avoir pas une justice de proximité, c'est-à-dire une justice le plus proche possible des justiciables, en général, ça débouche sur la justice expéditive. Parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, une sorte de territorialité réelle de la justice. Donc, jusqu'à présent, c'est très bon. Alors, pour l'auditoire, et ce que Clément est en train de nous délivrer là, ça se trouve à la section 2 du premier chapitre de la première partie. Donc, il n'est pas en train de dire des choses qui ne se trouvent pas dans le document. Donc, c'est très, très, très important. Parce que je voulais savoir si Clément maîtrise son propre mémoire. Au lieu d'aller directement dans le mémoire, j'ai pris des expressions pour lui demander de me faire un exposé. Maintenant, la dernière interrogation, je fais une différence entre question et interrogation. Donc, je n'ai pas besoin d'une réponse, j'ai besoin d'une réflexion autour de ce qui est posé comme interrogation. Quelle est la relation avec la sécurité publique? Parce que tu viens de dire qu'il y a un problème à la fois d'accessibilité, d'administration, de distribution de la justice. Maintenant, quelle est la relation avec la sécurité publique puisque tu parles de police judiciaire? La police judiciaire, en réalité, c'est pour garantir la sécurité publique. Parce qu'on parle de justice pénale. Donc, il faut prévenir les actes pour ne pas arriver même à cette question de crime et de telle sorte que la société puisse garder sa paix. Donc, quelle relation avec la sécurité publique? Et je t'écoute. Oui, merci beaucoup, docteur, mais sauf que je voudrais apporter une toute petite précision. Parce que tout à l'heure, vous venez de me dire que la science, alors la science se fonde sur la précision. Et moi, j'ai toujours dit que le droit est une science. Le droit, c'est le royaume de l'ordre. Le droit, c'est le royaume de la mesure. Le droit, c'est le royaume de la précision. Et c'est pourquoi nous essayons toujours de préciser tout ce que nous avançons. Donc, quand on parle de police judiciaire, la police judiciaire, dans son champ, ne peut pas prévenir. C'est la police administrative qui prévient. Et quand on parle de prévention, on voit un ensemble d'actions proactives qui se posent
sous une forme ou bien sous une autre forme pour empêcher à ce que des actes se commettent au sein de la société. Mais ça peut arriver qu'il y ait des actes qui se posent pendant que la police préventive n'a pas eu le temps de les prévenir. À ce moment-là, intervient la police judiciaire pour rechercher les auteurs de ces actes, les co-auteurs de ces actes, les complices de ces actes et rassembler tous les indices concordants qui sont susceptibles de renvoyer ces personnes-là devant la juridiction répressive. Donc, non, un instant, et Clément, je voudrais bien apporter une petite autre précision. Ce que tu dis là, c'est bien. Ça, c'est dans l'organisation ou le fonctionnement de la justice en Haïti. Mais quand j'ai parlé de prévention, quand la police judiciaire fait son travail, c'est une forme de prévention. Parce que les justiciables voient que la police judiciaire, en général, fait son travail, ça prévient déjà. Une personne réfléchit 1000 fois avant de poser un acte. Donc, en faisant son travail, on prévient. Par exemple, vous autres, à l'IUS, vous savez qu'il y a une période de soutenance. Qu'est-ce que vous faites? Parce que l'IUS respecte son calendrier, eh bien, les étudiants sont prévenus. Et par conséquent, ils s'arrangent pour être dans ce calendrier. Donc, quand la police judiciaire fait effectivement son travail, c'est une forme de prévention. Je voulais aller là. Mais tu peux continuer, oui. Oui. Je peux, docteur. Oui. Oui, à cette phase, je suis complètement d'accord avec vous. Mais c'est au niveau, c'est lorsque vous êtes au procès. Quand la personne, en tant qu'accusée, est déférée ou bien transférée par devant le tribunal criminel, à ce moment-là, il faut qu'il y ait des décisions prises avec rigueur et à l'aide de cette décision, ça renvoie un signal pour toute autre personne qui aurait pensé à commettre des actes pour qu'il puisse se gérer de par elle-même. C'est ça, très bien. Oui, sous cet angle-là, je suis parfaitement d'accord avec vous et c'est correct. Très bien. Donc maintenant, la réponse, quelle relation avec la sécurité publique? La sécurité publique, c'est un élément de l'ordre public. Ça découle automatiquement de la responsabilité, à mon avis, de la police administrative. OK, très bien. Par exemple, un véhicule qui est mal garé dans une rue et qui pourrait occasionner des accidents, donc c'est la police administrative qui va intervenir pour ordonner au propriétaire de ce véhicule qui est mal garé de se déplacer juste pour empêcher à ce qu'il y ait des accidents qui se produisent. Voilà. Eh bien, Monsieur le Président, j'aurais tout simplement à intervenir après, mais pour le présent, moi, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, Dr. Nelson Sylvestre, pour ces remarques, ces commentaires. Je vais immédiatement passer la parole au docteur Jean Salomon, qui est lui chargé, qui est le directeur de mémoire de Géto Joulout. Donc, docteur Salomon, si tu veux bien prendre la parole et intervenir, s'il te plaît. Je dis bonsoir parce que pour moi, il est soir. J'ai un souci technique, je ne peux pas me représenter. Alors, je dis bonjour à Dr. Célimène, je dis bonjour à Dr. Nelson Sylvestre, qui était mon ancien professeur à l'ethnologie, avec qui j'ai eu un cours de statistique sociale. Et je dis bonsoir à... Alors, j'ai du mal parce que j'ai vu que c'est Max Pierre. Après... Pardon? Comme le monde est petit. Ouais, le monde est petit, ouais, c'est mon ancien prof. Ouais, à l'ethnologie.
Mais également, il me fait vieux, hein? Il me fait vieux en le disant. Non, non, je te fais pas vieux. Alors, je dis merci à tout le monde. Alors, comme sur l'écran, je vois que c'est écrit Max Saupierre, mais je sais que c'est mon étudiant Clément. Du coup, je sais pas où. Il est connecté sur le compte de Max Saupierre ou c'est ça ou pas? Exact. Oui, oui, Exact. docteur. Exact. Du coup, au début, j'étais un petit peu confus. Je me suis dit, est-ce que c'était lui ou est-ce que c'était Max Saupierre? Alors, je remercie tout le monde. Ça me fait plaisir d'avoir été l'encadreur de cet étudiant très brillant. Et à chaque fois qu'il ne participe pas au cours, on a toujours l'impression et il y a quelqu'un qui manque dans le cours. Et c'est pour cette raison, on aimerait toujours qu'il soit là parce que quand il est au cours, ça fait du bien. Et j'ai lu son mémoire. Personnellement, et je trouve que c'est un travail de qualité. J'ai lu tout le mémoire, j'ai pris soin. Et alors, je le remercie pour ce travail, surtout en Haïti. Je pense que c'est extrêmement difficile de réaliser un très bon travail de recherche, compte tenu de toutes les difficultés auxquelles on fait face. Et on a collaboré dès le début et il a fait un très bon travail et j'apprécie le travail. Sauf que comme en tant que directeur, je ne peux pas oser le critiquer. Et il y a quelque chose que j'apprécie chez l'IUS, c'est que il permet aux étudiants de soutenir au cours de la même année, ce qui est très, très, très rare en Haïti. Du coup, je pense que c'est un grand avantage que les étudiants aient cette possibilité de soutenir leur mémoire parce qu'il y a des étudiants qui passent 2 ans, 4 ans, 5 ans et certains qui ne soutiennent jamais. Alors, l'IUS a mis en œuvre quelques techniques et pratiques administratives qui permettent aux étudiants de soutenir. Et les étudiants, apparemment, ils arrivent à s'en tenir. Et particulièrement, mon étudiant qui arrive à écrire un travail de qualité en si peu de temps. Et il y a une partie que j'aimerais qu'il revoie, mais malheureusement, on n'a pas le temps parce que, notamment en ce qui concerne la police judiciaire, parce que actuellement, comme il l'a bien dit tout à l'heure, la police administrative est là pour prévenir et la police judiciaire est là pour réprimer. Alors actuellement, le plus grand problème qui se présente à Haïti, c'est le problème de la répression. C'est parce que la police ne réprime pas. C'est-à-dire, déjà, on connaît bien la situation. Du coup, j'aurais aimé qu'il aborde en profondeur les difficultés de la police judiciaire. Alors, quand je dis police judiciaire, ça pose problème puisque un policier peut se retrouver en situation d'exercer sa fonction de police judiciaire et de police administrative. Si le policier fait face à une situation de flagrance, maintenant, il exerce sa fonction de police judiciaire. Alors, le plus grand problème qui se pose à Haïti, c'est la question de la répression, puisque le pays est en train de faire faillite parce qu'on ne réprime pas. On ne réprime pas et tous les criminels circulent, pas dans tout le pays, on sait où exactement, et que du coup, c'est parce que la police judiciaire ne fait pas du tout son travail. Alors, étant donné que dans son mémoire, qu'il n'a pas eu le temps de l'aborder, j'aimerais l'entendre à ce sujet, notamment sur les difficultés de la police judiciaire de réprimer les actes criminels. Parfait. Docteur Salomon Jean, oui. Merci. Effectivement, je vais intervenir, ainsi l'impétrant répondra à tous à la fois. Hein. Il va répondre deux coups. Je voulais faire des remarques déjà sur la forme. Il faudrait que Géto retourne dans le document, dans le canevas de présentation des mémoires, afin qu'il applique strictement les formes ou la forme qu'il a été retenue
la forme qui a été retenue pour la présentation des mémoires. À l'IUS, chaque étudiant ne vient pas avec la forme qu'il veut bien appliquer, mais il y a une forme que nous avons arrêtée et que nous exigeons de la part de chaque impétrant. Donc, je l'invite à retourner dans le canevas de présentation des mémoires. Mais l'étudiant, visiblement, sait de quoi il parle. Hein. Et visiblement, il connaît sa matière. Et ça en le lisant, on est agréablement surpris de voir que je ne sais pas si l'étudiant est avocat ou magistrat, je ne connais pas. Je pense que dorénavant, il faut que les étudiants se présentent avant de commencer. Comme ça nous permet de les connaître un petit peu. Parce que je ne suis pas enseignant en master 2 de droit. Et déjà, je ne suis pas juriste, donc je n'interviens pas en master 2 de droit. Donc, je ne sais pas à qui je parle. Je connais l'étudiant à travers son mémoire, mais je ne sais pas à qui je parle. Mais c'est peut-être quelqu'un qui connaît le métier. Donc, c'est pourquoi il est peut-être superfétatoire de ma part de dire qu'il connaît son métier, qu'il connaît la matière. Parce que c'est un professionnel du droit. C'est l'impression que j'ai eue. Hein. Donc, je le remercie d'avoir eu le souci d'être précis, hein, d'être très pédagogue parfois, hein, à expliquer les choses. Et je vois un message de notre ami Femnel Zidor qui me dit que Géto est procureur. Ah ben voilà, comme ça m'éviterait, si je le savais avant, ça m'éviterait de dire qu'il connaît la matière. Parce qu'un procureur qui ne connaît pas la matière, ce serait embêtant. Donc, non, je le félicite parce que moi-même, j'ai apprécié de lire et de comprendre des choses à travers son mémoire. Bon. Alors, j'ai quand même, alors en dehors du problème de forme que j'ai déjà soulevé et que j'ai toi sans doute compris, il faudrait faire ça, mais n'empêche qu'il a respecté un certain nombre de choses hein, dans la forme, il est toujours sur la forme. Il a respecté la présentation bibliographique, il a respecté l'ordre, les annexes, les tables de matière. Non, je ne dirais pas qu'il a renvoyé dans les décors la forme. Il a tenté de respecter la forme, mais pas exactement la forme du modèle de l'IUS. Alors, j'avais, et c'est bien qu'un docteur en droit soit présent pour me corriger et compléter, mais le procureur pourra le faire aussi. J'ai toujours un petit souci avec la notion de police. Police qui est sous la tutelle de la justice. J'ai toujours un problème avec ça. Chez les économistes, par définition, police veut dire domestique. Donc la police s'occupe des affaires intérieures, l'ordre intérieur. Donc la police est au ministère de l'Intérieur. Et sa place normale dans une démocratie classique, la police est dans l'intérieur, s'occupe du domestique. Et s'il est sous l'autorité de la justice, est-ce qu'il n'y a pas un biais entre les actes ou les libertés que se donnent certains policiers dans des choses, parce qu'ils savent que leur tutelle est là pour les protéger, ce qui est normal, parce qu'une tutelle est toujours là pour protéger ses agents. Alors là, je trouve qu'il y a un biais quelque part, tout ce qui est intérieur, police, collectivité territoriale, tout ça est au ministère de l'Intérieur. Et puis la justice, avec de la distance, peut mieux. Et c'est très bien que j'ai affaire à un procureur qui pourra aussi répondre dans la pratique à mon souci. Je regarde ça avec distance, dans la mesure où je ne suis pas citoyen haïtien qui a affaire à la police et qui suit les trucs. Bon. Donc, il y a un problème de distance entre la justice et la police quelque part, et il y a un biais. Pour moi, il y a un biais. La deuxième chose, je voulais poser la question, quand Géto a répondu au docteur Sylvestre tout à l'heure, il dit que on transmet au juge la plainte. Mais j'aurais aimé savoir qui transmet au juge la plainte. Est-ce que c'est
le parquet ou un autre canal qui transmet au juge la plainte. C'est juste une réponse que j'attends là. J'ai bien écouté les échanges entre le docteur Sylvestre et L'impétrant, mais il y a des choses qui m'ont échappé. Peut-être parce que je ne suis pas juriste. Il y a ça aussi. Bon. Qui transmet, on dit la plainte est transmise mise au juge d'instruction. Mais qui transmet? Dans mon esprit, celui qui transmet, c'est le parquet. Ben, je ne sais pas si c'est vraiment ça qui se passe, effectivement. Et puis, je rebondis sur une intervention l'intervention du docteur Salomon, Jean, qui dit qu'il y a la justice administrative et ça m'a plu parce qu'il a dit la justice pénale ne fait pas de répression. Et il y a environ 1 an ou 2, je disais, mais je voyais quelques événements se produire, un avion qui est tombé, notamment qui allait à Jacmel, qui sortait de Jacmel et qui est tombé, j'ai lu ça dans les journaux, et qui est tombé du côté de Carrefour, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, etc. Je me disais, forcément, la compagnie, il va avoir un jugement. Et tout naturellement, je lisais dans le journal que, t'inquiète pas, il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a jamais de jugement pénal. Et je passais mon temps à regarder s'il y a un jugement pénal. Il n'y a jamais de jugement pénal. Il n'y a jamais de jugement pénal. Alors, je me posais la question. Et voilà que le docteur Jean Salomon dit, malheureusement en Haïti, la justice pénale ne réprime pas. Alors, ça ressemble drôlement à ma réflexion d'il y a 1 an, quoi. Alors voilà, c'est des réflexions de non-juristes, de non-juristes qui met sur la table. Et si vous êtes d'accord, docteur Sylvestre et docteur Jean, que je repasse la parole à L'impétrant pour qu'il réponde à tout ça, sauf si vous voulez rajouter quelque chose afin que je lui donne la parole une fois pour toutes. Non, je lui donne la parole, pour ma part. Ok. Et moi également. Ok. Alors, Cheto, merci d'intervenir et de répondre dans l'ordre. Moi, je suis arrivé en dernier, donc tu me réponds au dernier. Et voilà, merci beaucoup, docteur Fred. Alors, je dois intervenir sur la question à partir de laquelle vous avez fait état, qui transmet au juge la plainte. Et généralement, quand il y a un problème qui se pose, quand il y a une infraction qui a été commise quelque part, la police en soi peut faire autosaisine de la question. Tout comme le commissaire du gouvernement peut faire autosaisine de la question. Si c'est la police qui a été saisie, la police judiciaire qui a été saisie, à ce moment-là, les policiers, les officiers de police judiciaire ou bien les agents de police judiciaire qui sont affectés à la direction centrale de police judiciaire ou au niveau du service départemental de police judiciaire dressent l'information préliminaire pour saisir le parquet. Donc, la plainte peut être portée ou bien portée devant la police ou bien portée devant le parquet. Mais quand maintenant la plainte a été portée devant la police ou portée devant la justice de paix, et la police et la justice de paix vont jouer leur rôle de police judiciaire pour préparer l'information préliminaire et l'acheminer au parquet. Et arrivé au parquet, le commissaire du gouvernement va pouvoir examiner ses compétences, parce qu'avant même de saisir d'un dossier, le premier devoir du magistrat, c'est d'examiner ses compétences. Si le commissaire estime qu'il est compétent pour que l'action publique soit mise en mouvement, à partir de là, il va mettre l'action publique en mouvement en orientant le dossier ou bien en police correctionnelle s'il s'agit d'un délit, ou bien
par devant le juge d'instruction s'il s'agit d'un crime, parce que la loi dit clairement qu'en matière de crime, il faut qu'il y ait une instruction et l'instruction est obligatoire en la matière. Donc, qui transmet au juge la plainte? Donc, je pense que Dr. Fred voulait parler du juge d'instruction. C'est le commissaire du gouvernement qui donne mandat au juge d'instruction de travailler pour le compte de sa personne. Et ça peut arriver qu'au cours de l'instruction préparatoire, le juge qui avance, le juge qui enquête, a fini par clore le dossier, a fini par clore son instruction, il l'envoie au parquet pour le réquisitoire définitif maintenant, et le commissaire du gouvernement estime qu'il y a des actes de police judiciaire qui restent encore, mais qui n'ont pas été encore posés par le juge, et à ce moment-là, le commissaire du gouvernement doit prendre un réquisitoire supplétif pour demander au juge, voilà, d'accomplir tel acte au niveau de l'instruction. Mais ça peut arriver, comme je viens de le dire tout à l'heure, si le commissaire du gouvernement a décidé de classer le dossier sans suite, c'est une prérogative que le commissaire a, c'est un droit qu'il a, et il ne doit explication à quiconque s'il classe le dossier sans suite. Maintenant, la personne qui se sentait lésée, la personne qui a été victime, pour convaincre l'inertie ou bien le laxisme du parquet ou bien du commissaire du gouvernement, la victime peut de par elle-même décider de porter la plainte par devant le juge d'instruction, et ceci avec constitution de partie civile. Et à ce moment-là, le juge d'instruction va pouvoir retourner la plainte au commissaire du gouvernement pour qu'il puisse avoir un réquisitoire qui lui donne mandat d'ouvrir son information à partir de ce dossier. C'est clair. Merci beaucoup. C'est clair. Vas-y, continue sur les autres éléments qu'on a discutés. Vas-y. Continue. Tu n'avais pas d'autres remarques concernant ce que le docteur Sylvestre ou le docteur Jean avaient évoqué? Tu n'as pas de réponse là-dessus? Vito? Oui, docteur. Oui, docteur. Oui, je disais, tu as d'autres réponses concernant ce que le docteur Sylvestre et le docteur Jean avaient, et moi-même, je disais pourquoi il n'y a pas de jugement pénal. Et je passe la parole au docteur Sylvestre d'abord, qui voulait dire quelque chose. Docteur Sylvestre, vas-y. Oui, Fred, effectivement, et ce que Clément vient de nous expliquer là, ce sont des paramètres de procédure dans la justice haïtienne. On doit reconnaître que globalement en Haïti, il n'y a pas un problème de procédure. Il y aurait peut-être un problème générique en matière de justice, et des problèmes sui generis, et dans la manière même de monter le système juridique en Haïti. Bon, vous savez que le droit est complexe, la justice l'est davantage. Donc, et comme on a un problème en Haïti de commande, eh bien, ça affecte tous les systèmes. Et le système juridique n'y échappe pas. Alors, je voulais, et ce sera ma dernière parole dans cette soutenance aujourd'hui, parce que c'était très intéressant, pour la question que j'avais adressée à Clément par rapport à la relation de son mémoire avec la sécurité publique, il a bien répondu en parlant de la police préventive. Mais je voulais quand même attirer l'attention de Clément sur ce problème d'identité des justiciables en Haïti. Parce que si on dit que la loi agit pour tous, alors envers et contre tous, eh bien, ça doit se faire à partir de l'identité. Et même les institutions de justice en Haïti souffrent de ce problème d'identité.
Et je ne sais pas si j'aurai l'opportunité de transférer à Clément 2 documents que j'avais moi-même préparés. J'avais préparé un document pour l'OEA, mais en conformité et en accord avec le ministère de la Justice, et également un autre document pour le ministère de la Justice à l'époque. Ces 2 documents, justement, posent le problème de l'accessibilité de l'administration et de la distribution de la justice, mais également le problème de l'identité. Et c'est sur la base du document que j'avais préparé pour l'OEA, à l'époque, le ministère de la Justice, qu'on a mis en place l'Office national d'identification. Et dans ce document, vous allez voir que les recommandations n'ont pas été respectées. Et c'est là un problème d'Haïti. On fait référence, on contacte un spécialiste pour un domaine, et puis le document produit n'est pas pris en compte. Parce que les gens qui décident, ils décident toujours avec la notion de politique. Par exemple, en créole, on dit « c'est politique, m'a fait ». Donc, c'est-à-dire dans mes intérêts. Parce que pour le présent moment, je suis au pouvoir. Donc, ce qui fait que la manière de monter l'Office national d'identification n'a pas pris en compte les recommandations qui ont été indiquées au ministère de la Justice à l'époque. Donc, vous pouvez avoir ce document-là. Ça, c'est une première chose. J'ai préparé également un document portant sur la réforme judiciaire en Haïti, où justement cette question de police et judiciaire a été posée. Bon, à l'époque, c'était sur Préval. Moi-même, tous les documents préparés l'ont été sur la base, je les avais faits comme académiques, parce que j'étais professeur à plein temps à l'Université d'État d'Haïti. J'ai voulu toujours contribuer comme académique et comme scientifique, et non comme politicien. Les documents sont là. Et je crois que le secrétaire d'État Daniel Jean, qui était mon condisciple à la faculté de droit, et pourrait en témoigner. En général, on ne prend pas en compte ce que sur le plan académique et scientifique on dit. Malheureusement pour ce pays. Donc, par conséquent, j'espère bien que ce document-là, de mémoire que tu présentes là, pourrait réellement te servir à toi comme procureur. Alors, et deuxièmement, au système de la justice. Parce que c'est dommage qu'on prépare, qu'on réfléchisse sur des documents et que ces documents-là ne sont pas considérés dans la prise de décision. Donc, j'espère bien que par ce travail, que pas mal de collègues sont en train de contribuer à la formation d'une classe académique, d'une classe scientifique en Haïti. J'espère bien que leurs travaux puissent être pris en compte de manière à faire avancer le pays et particulièrement pour ton travail, le système judiciaire en Haïti. Merci. Merci, docteur Sylvestre. Mais je dirais à Clément de répondre rapidement en 2 minutes parce que le temps nous fait la guerre. 2 minutes sur mon intervention contre police domestique et qui est à la fois sous tutelle de la justice. Et ensuite, sur le propos du docteur Salomon Jean, et qui est le mien aussi, puisque j'avais déjà fait cette réflexion sur la notion de il n'y a jamais de jugement pénal. Hein? Et puis, pour répondre une fois pour toutes, en 1 seconde, je donne la parole au docteur Jean Salomon qui pourrait intervenir mais en 20 secondes, et toi, tu auras 2 minutes pour répondre à tout ça. Vas-y, Jean. Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que moi, personnellement, ce que j'ai reproché au travail, bien entendu, c'est parce que c'est un problème de temps, parce que certaines fois, le commissaire du gouvernement ou ses substituts, ils ne peuvent pas faire tout le travail. Il y a un travail important qui doit être fait par la police, notamment le travail de répression, et certaines fois, le commissaire du gouvernement ou le substitut, l'équivalent du procureur en France,
ils peuvent émettre des mandats, et l'émission de ces mandats ne sert à rien puisque dans la réalité, ils ne peuvent pas exécuter ces mandats. C'est-à-dire que la mission de répression de la police judiciaire, elle n'est pas efficace. Du coup, il arrive que beaucoup de commissaires du gouvernement et de substituts, ils sont inefficaces dans leur travail. Parce que eux, ils font un travail, ils font un travail dans leur bureau, ils émettent des mandats d'amener ou d'arrêt, je ne sais pas quoi, mais après, dans la réalité, notamment à Port-au-Prince, on a l'impression que tous les procureurs ne servent à rien, puisque la police judiciaire qui est là pour réprimer, la police ne réprime pas, et c'est pour cette raison, je m'attendais dans son travail qu'il parle des difficultés rencontrées par la police judiciaire dans sa mission de répression, et que ce point-là n'a pas été du tout abordé. Il a surtout abordé les points qui concernent les commissaires et les substituts en tant que policiers, en tant que dans leur mission de police judiciaire, mais il n'a pas abordé la police elle-même dans les difficultés qu'elle confronte dans l'exécution de leur mission. Et c'est ça qui fait un petit peu défaut au travail. Ok. Alors, sur tout ça, le docteur Jean, oui. Dans son intervention, rassemble les deux préoccupations, police judiciaire déplacée et le problème de jugement pénal qui est absent. Alors, est-ce que tu peux prendre 1 ou 2 minutes maximum pour répondre à tout ça? Je sais que c'est difficile, mais fais un effort. Nous sommes en retard. Clément. Oui, et docteur, alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de jugement pénal? Et pour arriver à organiser une assise criminelle, ça a déjà été déterminé par la loi. Et le code d'instruction criminelle prévoit qu'il devrait y avoir une session criminelle avec assistance de jury tous les 6 mois. Et cette session criminelle doit être planifiée parce qu'il y a tout un ensemble d'acteurs qui devraient y participer. Il devrait y avoir la participation de la police, il devrait y avoir la participation... Alors, lorsque je dis la police, il y a également les agents pénitentiaires. Il faut qu'il y ait la participation du ministère de la Justice dans le cadre afin de débloquer des moyens financiers pour permettre à ce que le parquet puisse supporter financièrement les témoins qu'ils vont citer et qui s'en viennent au loin. Et troisièmement, il faut que les dossiers soient en état de recevoir jugement. Mais est-ce que ça ne découle pas du sous-développement, je dirais? Comment voulez-vous, par exemple, qu'une audience criminelle a été fixée pour entendre un accusé et voilà que au moment où l'audience devrait se tenir, voilà que les agents pénitentiaires vous appellent pour vous dire qu'ils n'ont pas les moyens pour conduire l'accusé devant le tribunal. Donc ça, c'est déjà un des obstacles confrontés par le système. Ok. Alors, Clément, je te remercie. Je remercie tous les participants à cette soutenance qui a été excellente. Hein. J'ai trouvé ça très riche. Mais comme tu sais, nous sommes pris par le temps. Mais cet aspect-là aurait pu durer toute l'après-midi. Hein. On aurait pu discuter là-dessus toute l'après-midi. Malheureusement, on doit y mettre un terme parce que pour des raisons d'équité, nous sommes obligés de donner le même délai à tout le monde. Donc, on te remercie pour cette présentation et puis en te souhaitant plein succès pour la suite. D'accord? Allez, docteur Sylvestre, docteur Jean Salomon, je mets un terme à la séance, j'arrête l'enregistrement et je le relance tout de suite pour le docteur Wesley Lindor qui devra présider la séance qui suit. Je le lance tout de suite pour lui. Voilà, j'arrête l'enregistrement là.